La Turquie se déchire silencieusement et s'est passée inaperçue pendant des décennies. Les scientifiques ne se sont pas trompés sur un simple détail. Ils ont mal interprété tout le mouvement d'un vaste fragment de la croûte terrestre. Ce qu'ils croyaient être un glissement latéral est en réalité un étirement progressif, millimètre par millimètre, comme si la planète était lentement tirée de part et d'autre. Et dès que vous percevez cette rupture, vous commencez à en voir partout. Pour comprendre pourquoi cette découverte a tant bouleversé les géologues, imaginez la croûte terrestre comme une coquille fissurée flottant sur une matière chaude et molle. Ces fragments fissurés sont des plaques tectoniques. Elles avancent de quelques centimètres par an, ce qui paraît infime. Mais, sur des millions d'années, cela transforme les continents. La Turquie occupe l'un des emplacements les plus inconfortables du globe. Coincée entre trois grandes plaques, l'Eurasie au nord, l'Afrique au sud, et l'Arabie qui pousse depuis le sud-est comme un coude dans un bus bondé. Pendant des décennies, les scientifiques ont pensé que la Turquie supportait cette contrainte en glissant sur le côté. Ce type de déplacement est ce que l'on appelle une faille décrochante, ce qui signifie, en substance, que deux masses de terre se frottent l'une contre l'autre, comme des mains. La Turquie en compte de célèbres, notamment la faille nord-anatolienne, responsable de séismes dévastateurs. Ce modèle paraissait simple et cohérent. La pression arrive, la terre s'échappe latéralement. Problème réglé, du moins, le croyait-on. Mais la géologie ne suit pas toujours les modèles bien rangés conçus par les humains. Une longue fracture s'étend sous les salines et les terres agricoles du centre de la Turquie, dans la zone de faille de Tuzgölü. Comme elle ne se comportait pas comme les dangereuses failles décrochantes, elle a longtemps attiré moins d'attention. Puis des chercheurs de l'université Curtin ont décidé d'examiner la zone de plus près, et au lieu d'observer les séismes, ils se sont tournés vers la lave, une lave ancienne. Cette lave, qui a traversé la faille il y a des milliers d'années, s'est solidifiée, puis s'est plus tard disloquée. Elle contient de minuscules cristaux appelés zircons, de véritables chronomètres naturels. Car ils piègent des éléments radioactifs qui se désintègrent à un rythme connu, ce qui permet de dater précisément le refroidissement de la lave. En faisant correspondre les fragments situés de part et d'autre de la faille et en mesurant leur écart, l'équipe a pu reconstituer le mouvement de la structure sur des millénaires. Le résultat était clair. La faille ne glissait pas latéralement. Elle s'ouvrait lentement et régulièrement, d'à peine une fraction de centimètre par an. Plus fin qu'un grain de riz, mais immense à l'échelle géologique. Ce type de structure s'appelle une faille extensive, ce qui signifie que la croûte s'étire jusqu'à s'amincir et se rompre. En termes simples, la Turquie n'est pas seulement comprimée, elle est en train d'être déchirée. Et comme si cela ne suffisait pas, il y a pire. D'autres études montrent que certaines parties de la croûte turque ne se contentent pas de s'étirer. Elles s'affaissent vers le manteau. Quand des blocs de croûte deviennent assez denses et lourds, ils se détachent et coulent comme des gouttes de cire dans une lampe à lave. Les chercheurs appellent ce phénomène le dripping lithosphérique, et il correspond, en pratique, à une terre qui perd silencieusement des morceaux d'elle-même. Lorsque cela se produit, la surface au-dessus s'affaiblit, le terrain se soulève, s'abaisse, se fracture et se réorganise. Les séismes n'ont pas toujours besoin de plaques qui se heurtent. Parfois, le sol cède parce que ce qui le soutient disparaît par en dessous. C'est pour cela que la géologie de la Turquie ressemble désormais moins à une dalle rigide qu'à une pâte étirée au-dessus d'une flamme. La Turquie n'est pas seule dans ce drame tectonique. L'Afrique est en train de s'ouvrir, si lentement que personne ne se réveillera un jour face à un nouvel océan, mais assez vite pour que les scientifiques puissent en mesurer l'évolution dès maintenant. Profondément sous l'Afrique de l'Est, le sol s'étire et s'amincit. Sur des millions d'années, cet étirement continu ne se contente pas de fissurer les roches. Il redessine la géographie et peut littéralement faire naître un océan là où se trouvait autrefois la terre ferme. Tout cela se concentre dans ce que l'on appelle le système du rift est-africain. Cette zone s'étend sur des milliers de kilomètres à travers l'Éthiopie, le Kenya, la Tanzanie ou le Mozambique, et compte parmi les plus vastes régions de rift de la planète. Une zone de rift est un endroit où la croûte terrestre est tirée vers l'extérieur, au lieu d'être comprimée. L'Afrique ne possède pas seulement un rift, mais l'un des plus extrêmes qui soit, et il s'étire depuis des dizaines de millions d'années, comme un film catastrophe au ralenti. Et le continent n'est désormais plus un bloc unique. Il est en train de se diviser en deux plaques tectoniques géantes. La plaque nubienne se trouve à l'ouest, la plaque somalienne à l'est, et elles s'éloignent l'une de l'autre à moins de 2 cm par an, ce qui peut sembler dérisoire, jusqu'à ce que vous réalisiez
que vos ongles poussent à peu près à la même vitesse. Mais, comme en Turquie, ce mouvement minuscule s'accumule sur des millions d'années. En 2018, des images d'une énorme rupture au Kenya ont enflammé Internet, et les gros titres ont affolé tout le monde en annonçant que l'Afrique se fendait en deux. La photo était spectaculaire, mais cela ne voulait pas dire que le continent s'était brisé du jour au lendemain comme un biscuit. Un processus bien plus profond est à l'œuvre depuis environ 25 millions d'années. Et si nous pouvions faire un bond de 5 ou 10 millions d'années dans l'avenir, nous verrions sans doute la croûte s'étirer au point de devenir si mince que l'eau de mer finirait par s'y engouffrer et combler l'ouverture. L'Afrique de l'Est se détacherait lentement du reste du continent, et un tout nouveau bassin océanique se formerait entre les deux plaques. Alors que l'Afrique se déchire verticalement comme une fermeture éclair au ralenti, l'Inde pourrait se séparer d'une manière totalement différente, horizontalement, en deux couches gigantesques d'environ 100 km d'épaisseur chacune, au moment même où elle entre en collision avec l'Eurasie. C'est cette rencontre qui a donné naissance à l'Himalaya et au plateau tibétain qui s'étend derrière, comme de vastes gradins perchés en altitude. Tout le monde s'accorde sur l'essentiel. L'Inde progresse vers le nord depuis plus de 60 millions d'années, à peu près à la vitesse de croissance de vos cheveux, heurtant l'Eurasie et forçant les roches à s'élever jusqu'à former les plus hautes montagnes de la planète. Ce qui divisait les chercheurs, c'était la manière dont le Tibet avait pu atteindre une telle altitude. Certains pensaient que l'Inde était trop flottante pour s'enfoncer et qu'elle s'était simplement glissée sous l'Eurasie. D'autres imaginaient la plaque se plisser comme une feuille de papier poussée contre un mur. Puis une troisième idée est apparue et a complètement changé notre perspective. Cette nouvelle hypothèse affirme que la plaque indienne subit un processus de délamination, c'est-à-dire que sa couche supérieure se détache et soutient le Tibet, tandis que, dans le même temps, la couche inférieure, plus lourde, s'enfonce dans le manteau. Cette zone chaude est partiellement fondue sous la croûte terrestre. Les chercheurs ne pouvant pas forer aussi profondément pour le vérifier, ils ont suivi un indice, l'hélium qui s'échappe des sources chaudes tibétaines. L'hélium 3 est extrêmement rare et provient surtout des profondeurs de la Terre, alors que l'hélium 4 se forme plus près de la surface. En analysant les gaz de centaines de sources, les chercheurs ont détecté de l'hélium 3 dans le nord du Tibet, ce qui signifie que le manteau s'y trouve dangereusement proche de la surface. Plus au sud, ce signal disparaît, ce qui indique très probablement que la plaque ne s'est pas encore totalement scindée. Mais les schémas de séisme racontent la même histoire. Il semble donc que l'Inde ne se contente pas de pousser les montagnes vers le haut, elle est aussi en train de se déchirer de l'intérieur en le faisant. Tous ces processus tectoniques s'accordent avec la nouvelle carte mondiale des contraintes. Elle montre où la planète tient encore bon et où elle est dangereusement proche de la rupture. Les scientifiques l'ont établi à partir de plus de 100 000 mesures recueillies dans des forages, lors de séismes et par des essais de terrain, soit plus du double de ce dont on disposait il y a moins de 10 ans. Ici, le terme de contrainte désigne les forces invisibles de poussée et de traction à l'intérieur de la croûte terrestre, ces mêmes forces qui chargent silencieusement les failles pendant des années, avant de provoquer un séisme. Cette carte ne sert pas seulement à mieux comprendre les tremblements de terre, elle aide aussi à éviter nos propres erreurs. Si vous creusez un tunnel, injectez du carbone en profondeur ou installez une centrale géothermique sans savoir dans quel sens les roches ont tendance à céder, vous êtes en train de provoquer un dragon endormi. Les ingénieurs utilisent ces données pour choisir l'orientation des puits et des galeries, afin de ne pas déclencher de ruptures accidentelles. En somme, nous disposons enfin d'un tableau de bord presque en temps réel des points faibles de la Terre. Et c'est crucial quand on vit à la surface d'une planète agitée. Longtemps, nous avons considéré les continents comme des planches rigides flottant sur une soupe. Aujourd'hui, ils ressemblent plutôt à des muscles sous tension, qui se plient, se déchirent, se réparent, puis se déchirent encore. Cela montre que la planète sous vos pieds n'est pas achevée. Elle est en constante mutation. Une fissure géante, de plus de 3500 km de long, s'ouvre à travers l'Afrique. Routes, maisons, même les écoles se font déchirer. Aujourd'hui, les scientifiques pensent qu'ils ont enfin compris ce qui en est la cause. Une colonne énorme de roches brûlantes, un super panache, qui monte des profondeurs de la planète. Et elle pousse lentement les terres, centimètre par centimètre. Il ne s'agit pas d'un petit changement. Le continent est en train de se diviser en deux, et l'indice sur ce qui se passe pourrait être caché à des milliers de kilomètres, à Hawaï. Et pourquoi les États-Unis jouent-ils soudainement un rôle dans tout cela? Attendons un peu, nous y arriverons. Tout d'abord, il est important de savoir que l'information n'est pas nouvelle.
L'Afrique se divise lentement depuis environ 25 millions d'années. Cela se produit dans une zone qui porte le nom de système du Rift Est africain. Elle s'étend sur des milliers de kilomètres, de l'Éthiopie jusqu'au Mozambique, et c'est le plus grand système de rift continental actif sur la planète. Par là, je veux dire des endroits où la croûte terrestre est étirée et écartée, provoquant des failles, des tremblements de terre et des éruptions volcaniques. Des choses effrayantes, c'est le moins qu'on puisse dire. En 2018, par exemple, une immense fissure est apparue près d'une petite ville juste à l'ouest de la capitale du Kenya, Nairobi. À certains endroits, elle faisait environ 20 mètres de large, soit presque la taille de 2 autobus scolaires garés l'un derrière l'autre. C'était absolument terrifiant. Cela s'est produit très rapidement et ça détruit pas mal de choses. Les routes étaient coupées, les fermes dévastées, les gens étaient sur les nerfs. Le sol s'ouvrait littéralement sous leurs pieds. Un homme a vu la fissure traverser sa maison. Il a à peine eu le temps de récupérer quelques-unes de ses affaires avant que tout ne s'effondre. Effrayant, non ? Étant donné que cela s'est produit dans la région du Grand Rift en Afrique de l'Est, la panique s'est propagée rapidement. Les médias s'en sont emparés, affirmant que c'était la preuve que l'Afrique se divisait. Les personnes qui vivaient près de la crevasse se sont dit « ça y est, c'est en train d'arriver ». Et beaucoup le croient encore aujourd'hui. Mais ce n'est pas vraiment le cas. Du moins, pas avec cette crevasse-là. Car après la panique initiale, des vidéos et des photos ont révélé des indices montrant qu'elle n'était pas liée au mouvement des plaques tectoniques. Premier indice, les deux côtés de la crevasse ne correspondaient pas. Comme quand on cherche à emboîter deux pièces de puzzle qui ne correspondent pas, les bords ne s'alignaient tout simplement pas. Deuxième indice, l'écart ne formait pas une ligne continue. Il y avait une sorte de pont entre les deux. Tout cela montrait qu'il s'agissait d'une érosion soudaine. Certains spécialistes croient que la fissure était autrefois remplie de cendres volcaniques provenant du mont Longono voisin. Mais ensuite, la région a été frappée par de fortes pluies. Lorsque l'eau a imprégné le sol, elle a emporté les cendres, rendant l'écart visible. Problème résolu. Mais bien que la vérité soit apparue, il était trop tard. Cet événement avait relancé toute la discussion sur la division physique et imminente de l'Afrique. Mais écoutez bien, même si cette fissure n'avait rien à voir avec ce phénomène, ne vous méprenez pas. L'Afrique est bien en train de se séparer. Parce que le continent se trouve entre deux plaques tectoniques. La plaque somalienne à l'est et la plaque nubienne à l'ouest. Le problème, c'est qu'elles s'éloignent l'une de l'autre. Et à mesure qu'elles se séparent, le fossé dans le rift est-africain ne cesse de s'élargir. Finalement, la plaque somalienne pourrait se détacher complètement de la plaque nubienne, créant une toute nouvelle masse terrestre, quelque chose de l'ordre de Madagascar ou de la Nouvelle-Zélande. Mais ne vous inquiétez pas, ce processus est super lent, si lent qu'aucun d'entre nous n'en verra jamais la fin. Les experts disent que le continent se déplace d'environ 0,3 pouces par an à certains endroits. Pour vous donner une idée, c'est moins que la longueur de votre ongle. On peut donc dire sans crainte de se tromper que le processus va prendre des millions d'années, ce qui est une bonne nouvelle pour les habitants de la région. Mais cela ne signifie pas qu'ils ne ressentiront pas les effets de cette lente rupture. En fait, ils se produisent déjà. Prenons par exemple la région Afar en Éthiopie. En 2005, cette zone a montré à quel point le rift peut être imprévisible. En un laps de temps très court, 420 tremblements de terre ont frappé la région, ouvrant une énorme fissure. Ce qui prend généralement des siècles s'est produit en seulement quelques jours, remettant complètement en question ce que les scientifiques pensaient en savoir sur la vitesse des changements géologiques. À l'époque, la fissure s'étendait sur plus de 56 km, et la vie y était loin d'être facile. Ces tremblements de terre récents ont détruit une grande partie des infrastructures locales. 37 écoles ont été endommagées, laissant 5000 élèves sans salle de classe. Et ça ne représente qu'une partie des dégâts. Selon certaines prédictions, comme les plaques tectoniques continuent de s'éloigner, l'eau finira par inonder cette région, créant ainsi un tout nouvel océan. Des pays comme la Zambie et l'Ouganda, qui sont aujourd'hui enclavés, pourraient un jour avoir un littoral. Cela pourrait être une excellente nouvelle pour eux, car ça pourrait ouvrir de nouvelles routes commerciales et transformer entièrement leurs économies. Mais ne vous emballez pas trop rapidement, nous ne plongerons pas dans les eaux de ce 6e océan de sitôt. Le processus de séparation prendra encore 5 à 10 millions d'années. Il est difficile de dire exactement quand cela se produira, car de grands événements sismiques, comme les tremblements de terre, pourraient tout accélérer. Alors, voici ce que nous savons. La plaque somalienne et la plaque nubienne sont en plein milieu d'une séparation tectonique spectaculaire et se déplacent lentement l'une de l'autre.
L'Afrique est en train de se diviser en deux. La Terre gagnera probablement un nouvel océan à cause de cela. Mais jusqu'à récemment, nous ne savions pas exactement ce qui causait tout ça. Oui, ces plaques tectoniques bougent. Mais pourquoi? Est-ce que ce gigantesque processus géologique a pour cause quelque chose qui se passe dans le manteau terrestre? Ou pourrait-il avoir une source beaucoup plus grande et plus profonde? Eh bien, les scientifiques pensent qu'ils ont peut-être enfin résolu le mystère. Ils croient que le continent est en train de se fracturer en raison de la présence d'un super panache mantélique profond, une énorme colonne de roches chaudes située sous le rift est-africain. Représentez-vous un énorme marteau souterrain poussant vers le haut, pressant contre la croûte et la fissurant lentement. Mais voici ce qui est intéressant. Les scientifiques sont parvenus à cette conclusion grâce à quelque chose qui s'est passé dans une partie du monde complètement différente, Hawaï. Sous cet état américain, il y a aussi un panache de roches super chaudes qui s'élève des profondeurs de la planète. Il fait fondre la croûte au-dessus de lui, et c'est ce qui alimente les volcans d'Hawaï. Au fur et à mesure que la plaque du Pacifique dérive au-dessus de ce panache, la roche en fusion perce de nouveaux endroits, créant volcan après volcan. Au cours de millions d'années, c'est ainsi que les îles hawaïennes se sont formées. Ce panache hawaïen contient des gaz nobles, comme l'hélium et le néon. Et vous savez où d'autres les scientifiques ont trouvé ces mêmes gaz? Eh oui, sous le système du rift est-africain. Bingo! Cette découverte a renforcé la théorie selon laquelle un super panache serait à l'origine de ce qui se passe en Afrique. Nous le qualifions de super, parce qu'il pourrait être gigantesque. Vous voyez, ces mêmes gaz ont été trouvés dans des roches volcaniques du Kenya, jusqu'au Malawi. Donc, tout indique l'existence d'un super panache unique qui s'étend de l'océan Indien jusqu'à la mer Rouge, et non pas d'une multitude de sources isolées. Si leurs données et recherches sont correctes, les scientifiques estiment que ce super panache sous l'Afrique commence probablement à la limite noyau-manteau, qui se situe à environ 2900 km de profondeur à l'intérieur de la Terre. Bien que les signatures chimiques du système du rift est-africain soient similaires à celles que l'on trouve dans les roches volcaniques d'Hawaï, elles ne sont pas identiques. On pense que le panache hawaïen est un courant étroit de manteau chaud qui monte, un peu comme le mouvement à l'intérieur d'une lampe à lave. Le panache africain pourrait avoir une forme différente et ressembler davantage à une grande masse de matériaux chauds et flottants qui s'élèvent des profondeurs de la Terre. Lorsqu'il atteint la surface, ce matériau frappe la couche extérieure, qui est froide et solide, et se répand en poussant suffisamment fort pour la fissurer et déclencher une intense activité volcanique dans toute la région. Si cette théorie est correcte, nous sommes en présence d'une force lente, mais inarrêtable, qui redessinera la carte de l'Afrique et changera le continent à jamais.